Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moneychim avec l'agence Moneymakers. Aujourd'hui, nous sommes avec Axel Kaletka, responsable marketing chez Neowacom. Bonjour Axel, comment vas-tu? Bonjour Mani, ça va bien toi? Ouais, ça va très très bien. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le podcast. Je te laisse te présenter. Ouais, je t'en prie. Écoute, déjà c'est un plaisir, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Axel Kaetka, comme tu l'as dit, je suis responsable marketing chez Neovacom, c'est un éditeur de logiciels marseillais. Et ma mission, mon rôle en gros, si tu veux, c'était de on lançait un nouveau produit qui s'appelle Frids, et donc c'est de participer à la croissance de ce nouveau produit, qui est une solution de gestion des factures fournisseurs pour les entreprises. Justement, quand on avait discuté la première fois, tu m'avais dit que tu as dû créer une nouvelle marque commerciale vers une nouvelle cible. Est-ce que tu pourrais nous partager des retours d'expérience par rapport à ce que tu as mis en place? Alors en fait, si tu veux, mon recrutement, il est intervenu dans un contexte un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, on était sur une entreprise qui avait déjà un produit qui existait depuis une dizaine d'années, qui distribuait auprès d'un persona particulier qui était directeur informatique. Et quand je suis arrivé, l'enjeu c'était justement il y avait un nouveau produit qui arrivait sur le marché, mais qui ce coup-ci était destiné à une persona un peu différente, qui était plutôt des directeurs financiers. Et donc en fait, si moi j'ai été recruté, c'était justement pour participer à ce shift un petit peu de positionnement de la société. Et donc c'est un produit auquel on croyait beaucoup. Et donc l'idée c'était de pouvoir pousser ce produit-là auprès de ces nouveaux personas. Et donc quand je suis arrivé, la problématique c'était justement déjà de savoir comment est-ce qu'on allait adresser ces personas. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de parler à ce type de cible. Et donc le nouveau produit était un petit peu noyé au milieu des anciennes offres de la société. Donc mon premier travail, ça a été justement de clarifier le positionnement de la société, l'offre de service. Et donc on s'est rendu compte que, comme je le disais là, que ce produit était un peu noyé au milieu des anciennes offres et qu'en plus il n'adressait pas tout à fait les mêmes personnes. Et donc ce qu'on a conseillé, en tout cas ce qu'on a voulu faire, c'est justement de créer une nouvelle marque commerciale. Donc on a créé un nouveau nom, on a créé un nouveau logo, une nouvelle identité graphique, un nouveau site, des nouveaux supports, pour pouvoir clarifier le message en fait justement qui était adressé à ces nouvelles cibles. Justement, on le sait, moi j'aime bien insister là-dessus, mais l'essentiel, la base du marketing, c'est vraiment savoir à qui on s'adresse, les personas marketing, et ça a été en fait le premier gros travail justement de mes missions. L'idée c'était donc quand je suis arrivé, j'ai passé beaucoup des coups de fil tout simplement. J'ai appelé des prospects, je me suis assis avec les commerciaux, j'ai participé à des rendez-vous, j'ai eu de la presse spécialisée. Donc j'ai appris à comprendre en fait les directeurs financiers, leurs problématiques métiers, en quoi justement notre solution elle pouvait répondre à des problèmes. Et ce qui était intéressant, c'était vraiment aussi d'aller chercher leurs mots, leurs termes métiers, pour pouvoir les réutiliser après nous dans le nouveau discours qu'on a construit pour s'adresser à ces personnes-là. Du coup, c'est toujours un gros travail de recherche et de réflexion avant de mettre en place toute initiative de marketing. Ouais, c'est ça. En fait, effectivement, l'idée, encore une fois, c'est on est censé apporter un produit une réponse à un besoin, en fait. Et donc, pour savoir comment s'adresser à ces personnes-là et pouvoir leur expliquer en quoi ça va répondre à un besoin, il faut être sûr de bien comprendre le besoin, de comprendre aussi leur environnement, leurs enjeux au quotidien, les pain points, en fait, les douleurs qu'ils ont, et comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ces pain points-là. Tu vois, pour te donner un exemple vraiment de l'impact que ça peut avoir, quand je suis arrivé, les taux de conversion du site, il devait être à peu près à 0,8%, et c'est normal, enfin c'était pas optimal parce que justement notre message il n'était pas adressé comme il fallait pour ces personnes. Et donc la création de cette nouvelle marque, de ce nouveau site, ça nous a permis vraiment de spécifier les termes qui étaient utilisés, le langage, d'adresser en fait tout simplement une histoire qui parle à ces personnes-là, et après de décliner tous les contenus qui répondaient à leurs problèmes. Mais ça nous a permis du coup de passer de 0,8 à 2,7 la première année de taux de conversion, et puis cette année on est à plus de 4. Tu vois. Donc ça nous a vraiment permis, ouais, effectivement, d'augmenter les taux de conversion. Et ça, c'est parce que on cherche vraiment à répondre aux problématiques de notre cible, quoi. Est-ce que ça a été compliqué de faire ces enquêtes? Est-ce que les gens ont accepté globalement avec plaisir de vous répondre? Ou est-ce que c'est plus en mode vous avez ramé pour avoir des vraies opinions de la part des gens? Alors déjà, il y a plusieurs cas de figure. On avait des clients déjà qui ont accepté de prendre du temps pour discuter avec moi. J'ai participé, comme je le disais, à des rendez-vous commerciaux aussi. Donc là, pour le coup, c'est assis à côté du commercial et ça permet de suivre la discussion. Et puis après, moi, j'y suis allé un petit peu au culot. Je pense que c'est quelque chose
sur lequel enfin, qui m'a beaucoup apporté, et c'est vraiment un shift un petit peu que j'ai fait aussi dans ma personnalité, c'est que au début, on a tendance à lire, à essayer d'apprendre beaucoup de notre côté, et puis au final, on se rend compte que par LinkedIn, franchement, c'est ce que j'ai fait tout simplement, hein. J'ai ciblé les personnes, j'ai envoyé des messages. Alors, c'est pas des messages commerciaux, c'était vraiment, voilà, on lance un nouveau produit. Moi, je voudrais comprendre vos problématiques, je voudrais comprendre votre métier. Est-ce que vous accepteriez de parler avec moi? Donc, il y en a deux trois qui me disaient, ouais, non, mais j'ai pas de besoin. Je dis, mais non, moi, je vends pas de solution, je veux juste comprendre en fait. Et du coup, là, les gens, ils sont super ouverts après, et j'ai eu plusieurs entretiens comme ça, super quali où en fait, voilà, tout simplement, c'est, je veux comprendre votre métier, est-ce que vous pouvez parler un petit peu avec moi, quoi. Et donc les gens l'ont fait, franchement. Et au final, quand on ose demander de l'aide, enfin moi c'est vraiment une leçon que j'ai apprise et c'est un conseil que je voudrais donner, quoi. Mais c'est oser demander de l'aide, quoi. Et les gens sont plutôt ouverts au final. Ouais, ouais. Non, mais je sais plus quel pape de la Silicon Valley avait dit aux gens, sortez du building, allez à la rencontre du marché, que c'est bien de créer votre super produit, mais si à un moment donné vous n'avez pas de la data qui vient des gens qui vont utiliser votre service, ça sert à rien parce que vous avez créé un truc qui ne matche pas. Ouais, c'est clair. Souvent, tu vois, quand je vois les agences marketing ou des choses comme ça, ou même des services marketing, quand on travaille les personas, tu vas mettre tous les dirigeants, les cadres commerciaux, market dans une salle, ça va phosphorer pendant une demi-journée, et puis ils vont en sortir avec des personas et des problématiques. Sauf qu'en fait, au final, tu vois, nous on s'adresse au directeur financier. Si t'as pas un directeur financier dans la salle, déjà, bon, ça reste que des présupposés. Et puis même si c'est le tien, c'est pas forcément l'idéal. Alors qu'après, quand justement tu vas te confronter au marché et aux vraies problématiques, c'est là que tu comprends, quoi. Et puis ce qui est super puissant, c'est qu'en plus, encore une fois, tu peux utiliser leurs éléments de langage. Parce que bon, moi je suis pas un financier, tu vois, et je connaissais pas ce métier-là. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive du coup à comprendre, quoi. Ouais, d'accord. Et pour toi, c'est quoi on va dire la masse critique, le nombre minimum d'interviews approfondies qu'il faut faire avant d'avoir une vraie bonne compréhension d'un marché? Est-ce que tu as un chiffre à nous donner peut-être? J'allais dire, franchement, ça va dépendre un petit peu des contextes. Si tu connais déjà un petit peu le métier ou pas, tu vois, j'imagine que quand tu bosses pour un logiciel de marketing et puis que t'es marketeur, t'as besoin d'un petit peu moins parce que c'est tes problématiques au quotidien. Surtout, moi, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est pas tant le nombre avec lequel tu démarres, mais c'est de pas arrêter. Là où tu te plantes, c'est quand tu crois que tu as tout compris. T'en as fait une dizaine, une quinzaine, les 2 premières semaines, et puis tu te dis, ah, c'est bon, je suis au taquet, j'ai compris le sujet. Et puis après, tu construis ton discours, et puis 6 mois après, tu n'y as pas touché, et tu as arrêté de te renseigner. Et ce qui est important, c'est de continuer justement cette démarche-là, alors un peu moins intensément au fur et à mesure qu'au début, mais c'est de continuer justement à aller au contact des prospects et de tes clients pour aussi savoir comment tu as pu répondre à des problématiques et comment ça évolue, quoi, parce que là où tu te trompes, c'est quand tu crois que tu as tout compris, quoi. Bien sûr. Donc continuer à faire la démarche et avec tous les clients, avoir un process de succès client dans lequel tu leur demandes comment ça s'est passé, est-ce que ton service correspond bien à ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils sont satisfaits, etc. Tu peux même derrière faire de l'upsell si nécessaire et pousser par les circonstances. Donc à faire. Ça permet aussi de, tu vois, enfin moi effectivement, j'aime bien continuer à discuter régulièrement avec des clients aussi parce que j'échange pas mal avec mon responsable produit pour faire évoluer le produit. Et puis même des fois, tu te rends compte, en fait, ils trouvent des bénéfices dans ton produit que toi, tu n'avais pas imaginé. Nous, il y a plusieurs fois, on les a interrogés sur des fonctionnalités qu'on pensait qu'ils devaient être utilisées d'une certaine façon. Et puis en fait, on dit, bah non, mais nous, on s'en sert pas comme ça, on s'en sert comme ça, et c'est top. Et puis en fait, on s'est dit, mais attends, ça, on le savait pas, quoi. Enfin, c'est pas pour ça qu'on l'avait pensé. Et puis en fait, c'est un bénéfice en plus, quoi. Et donc, quand tu peux utiliser, de toute façon, c'est la preuve sociale, hein, quand tu peux utiliser les termes de tes clients et de tes prospects pour expliquer ton produit, t'as plus de chances de tomber juste, quoi. Maintenant, si tu veux bien, on pourrait voir un petit peu l'aspect acquisition. Donc, est-ce qu'il y a des axes d'acquisition qui, selon toi, ont bien marché? Ouais, alors bonne question. Encore une fois, on était dans un process particulier parce qu'on était sur un lancement de produit et donc lancement de site internet en plus si tu veux. Donc on n'avait pas d'historique, on n'avait pas de base de trafic, de choses comme ça. Le SEO, on partait de rien. Et donc le SEO, on sait que c'est quelque chose qui se construit sur le temps, donc je vais pas parler de ça parce qu'on a lancé des actions vraiment pour que ça essaye de générer des leads tout de suite, et essayer de créer du trafic. Et donc en fait, les premières choses qu'on a faites, bon déjà c'était de la création de contenu, donc blog et livre blanc. C'est les premiers contenus qu'on a mis en place pour commencer à générer des leads. Moi j'étais tout seul,
Donc c'est moi qui ai produit tout. J'ai rien externalisé. Tu vois, dans la démarche aussi de comprendre son prospect, je pense que c'est important au début pour bien s'approprier le sujet et bien le comprendre, de produire un petit peu soi-même avant d'externaliser. Aujourd'hui, je travaille avec une agence pour produire un peu de contenu, au début, j'ai tout fait tout seul. Donc bon, faut trouver des tips pour être productif, quoi. Mais voilà, les premiers, c'était effectivement quelques contenus téléchargeables comme ça, des cas clients et du blog, quoi. Ouais, et du coup, par rapport à cette production de contenu, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es organisé? Parce que du coup, tu me dis que tu étais tout seul pour créer tout ce contenu-là. Et c'est vrai que pour certains, ça peut faire peur de se dire, oh là là, faut que je crée tout ça. Comment je fais, comment je m'organise? Après, il n'y a pas besoin j'allais dire, de produire non plus. Quand tu te lances, t'as pas besoin d'avoir 150 000 articles sur ton site et puis 14 livres blancs, tu vois. Faut aussi prendre les choses progressivement. Moi, au début, je faisais un article par mois, un peu plus quand j'avais le temps d'en sortir un deuxième, mais voilà, et l'idée c'est vraiment d'optimiser son temps. Le recyclage c'est vachement important. Tu vois, typiquement, quand je place un livre blanc dans ma tête, que je veux sortir un livre blanc, je le prévois 3 4 mois à l'avance, 6 mois à l'avance même. Normalement j'ai mon planning éditorial sur 6 mois. Et j'essaie de découper les chapitres, donc j'ai mon sommaire, et comme ça, bah, tous les mois avant, je sors un article qui va correspondre en fait à un de mes chapitres du livre blanc, et comme ça, au moment d'arriver à la production du livre blanc, j'ai déjà pré-rédigé des chapitres. Alors j'en rajoute un ou deux, enfin deux même, pour avoir un petit peu de contenu exclusif, et je fais pas du copier-coller non plus, hein. Mais comme ça m'a pré-mâché le travail pour le livre blanc, tu rajoutes un petit peu de substance pour que ce soit exclusif, et tu sors un contenu premium, quoi. Et le recyclage, c'est vachement important. Tu as quelque chose qui avait aussi super bien marché, c'est un livre blanc peut donner un webinar et vice versa. Et typiquement, on a fait un webinar où on avait sorti un contenu téléchargeable derrière qui était un dérivé du webinar en fait, mais je l'avais prévu en même temps que je construisais le webinar. Ça m'avait servi à faire la presse. Et, euh, et derrière, ça m'a permis de faire du follow-up et on a eu 55% de taux de conversion sur le mailing derrière le webinar parce que tout le monde a téléchargé le livre blanc qui correspondait au truc en fait quasiment. Enfin une personne sur deux si on prend 55% du coup. Et donc on a eu vachement d'engagement du coup derrière le webinar aussi et ça permet d'entretenir comme ça. Et donc je pense que quand on est tout seul, ce qui est important c'est déjà de planifier pour être régulier parce que la régularité c'est important. Et ça permet aussi justement de planifier tout ce qui est recyclage. Il faut optimiser en fait au maximum les contenus, quoi. Quand tu publies un article, tu peux faire 3 posts sur les réseaux sociaux par chapitre. Quand tu fais un livre blanc, bah, du coup tu essaies de le découper. Pareil, ça va donner un article qui va donner des posts. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de le recycler le plus possible. Tu vois, j'ai vu une stat hallucinante. HubSpot, ils ont sorti leur rapport sur l'évolution du marketing en 2021. Il y a 35% du contenu B2B qui est pas vu, quoi. Et ça, c'est parce que, enfin, une des explications, je pense, c'est qu'on sous-estime la partie diffusion du contenu aussi derrière. C'est pour ça que le recyclage, c'est important. C'est-à-dire que quand tu prévois un truc, tu passes du temps à le faire, quoi. Tu mets ton cœur, tu mets de la valeur, et donc faut le faire savoir. Et donc derrière, ça doit te servir dans ton mailing, ça doit te servir sur les réseaux sociaux, ça doit te servir dans les webinars, ça doit te servir partout où tu peux le poser, quoi. Ouais, c'est une partie que beaucoup de gens ils oublient en fait. Ils vont passer 90% à créer le contenu et moins de 10% à le promouvoir. Et au final, on se retrouve avec la stat de HubSpot. C'est ça, franchement, c'est assez hallucinant, mais c'est vrai que, en fait, on a l'impression que quand on a publié le contenu, ça y est, le travail il est fini, quoi. On fait un post sur les réseaux sociaux pour l'annoncer, sauf qu'en fait, tu fais un post sur les réseaux sociaux, c'est 10% de ton réseau qui l'a vu, et puis c'est fini, et puis ton article il a fini de vivre, quoi. Alors qu'en fait, il faut aussi penser au maillage interne sur ton site, enfin, pour renvoyer de l'un vers l'autre, et le post sur les réseaux sociaux, typiquement, tu peux en faire, enfin, tu peux en faire plusieurs, quoi, sur tous les réseaux. Parce que souvent, moi, c'est ce que j'avais entendu aussi, mais t'as pas peur de spammer, on va faire 10 fois le même message. Enfin, ouais, mais en fait, quand tu fais un message, t'as quoi? C'est ça, t'as une fraction de ton réseau qui le voit, et donc tu peux le republier plusieurs fois sans souci, quoi. Tu nous as parlé de webinaires. Est-ce que tu as des conseils à apporter par rapport à la création, par rapport aussi à l'optimisation de l'expérience des gens quand ils font le webinaire, etc. Ouais, moi le webinar c'est vraiment un support que j'aime bien parce qu'on a des bons résultats dessus. Et en plus c'est super. Enfin, moi je trouve ça quali. En tout cas, ça permet de vraiment prendre le temps d'expliquer l'information. Et derrière, quand on contacte des prospects derrière qui sortent de webinaires, tout de suite on a un bon contact parce qu'ils sont satisfaits quoi, de ce qu'ils ont vu. Encore une fois, ce qui est important, je pense, c'est la planification, d'essayer de les prévoir à l'avance. La durée, moi
Je pense qu'une demi-heure de présentation, c'est bien pour laisser un quart d'heure pour les questions, mais après, quand tu vas au-delà, t'as vite fait quand même de perdre les gens. Voilà. Après, dans les bonnes pratiques, c'est t'envoies les invitations, je pense 2 semaines. 2 semaines avant, ça me paraît bien. Moi, je fais 2 semaines, une relance, et puis un J-1. Parce qu'après, les gens qui s'inscrivent vraiment trop avant, ils sont pas là. En fait, ils viennent pas. Quand tu fais des invites un mois avant ou 2 mois avant, en fait, ton agenda il est pas prêt sur ce jour-là. Tu prends un webinar, puis en fait après t'as des réunions qui se calent et puis tu sais pas si tu vas pouvoir y aller. Donc voilà, dans les bonnes pratiques, c'est ça, je dirais une invite 2 semaines avant, une relance une semaine avant, un J-1, et surtout faut pas oublier de faire un follow-up. Et si tu peux prévoir dans le follow-up un document téléchargeable qui va permettre d'aller plus loin dans le sujet, c'est ça ça peut être bien. Tu vois, c'est ça qui est aussi mine de rien dans la qualification des leads, c'est pareil, tu as un taux de pourcentage de leads qui est perdu, qui est assez dingue parce qu'ils sont jamais traités. C'est tout ce qui va venir en fait après tes événements, après le téléchargement. C'est de penser aussi comme ça à continuer à alimenter, à nurturer tes leads, quoi. Ouais, non, mais parce que par rapport au webinar, ce qui m'intéressait, c'est comment, du coup, tu fais la promotion de ce webinar auprès de ton audience. Ouais, bah alors déjà moi c'est quand on annonce un webinar, c'est la base, c'est la newsletter, les réseaux sociaux. Après on a une base de prospects, tu vois, moi c'est quelque chose aussi dans la prospection commerciale. Je trouve que c'est dommage de se contenter d'envoyer des mails ou des séquences de mails automatisées pour essayer d'avoir des calls de démo ou de booker des rendez-vous. Moi j'aime bien aussi conseiller avec mes commerciaux de pousser justement ce type d'événement-là en fait. Et donc on prévoit des séquences auprès de bases de prospects froids. Au lieu d'aller chercher, on va dire, la démo, du coup, on va chercher l'inscription à un webinar, on envoie des invites et on a des taux de réponse qui sont plus intéressants que quand tu cherches un call, quoi. Parce que tu apportes de la valeur, en fait. Et après, ça t'empêche pas de les travailler commercialement à l'issue du webinar, quoi. Donc voilà, nous, c'est réseaux sociaux, newsletter et puis des séquences automatisées sur les bases de prospects froids. Et est-ce que tu as une autre source d'acquisition aussi à nous parler? Ouais. Tu vois, c'est un petit peu dans la lignée des webinars, mais donc là, on va revenir sur la problématique d'une marque qui se crée. En fait, nous, t'as pas forcément des millions à dépenser en ads pour générer du trafic, mais par contre, tu voudrais gagner en visibilité. Et donc ça devient tout de suite un petit peu complexe. Moi, quelque chose que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le co-marketing, en fait. Donc c'est travailler en fait des partenariats pour faire des actions communes avec d'autres marques qui ont plus de visibilité que nous. Ça va te permettre à la fois, du coup, tu t'appuies sur leur côté d'experts. Tu cherches des marques tant qu'à faire qui t'intéressent, tu vois, qui ont une belle audience. Donc comme ça, tu vas par association en fait, tu vas être reconnu comme un expert aussi. Ça va te permettre de taper leur base parce que tu fais un événement avec eux, donc eux ils vont communiquer et tu vas comme ça pouvoir toucher une audience qui est bien plus large que ce que toi t'avais juste à la base. Et donc moi typiquement, tu vois ce qu'on a fait, on a fait plusieurs événements virtuels comme ça. Bon, on a profité aussi de l'année dernière. Covid, de toute façon, on n'avait pas le choix, on pouvait pas faire d'événements physiques. Donc en fait, moi, un événement que j'ai fait qui a bien marché et que j'ai bien aimé, c'était j'ai organisé sur une journée une série de webinars en fait avec des grosses startups, des fintech. Donc il y a eu Spendesk, il y a eu October, il y a eu Swile, voilà, enfin tu vois, il y a eu vraiment des belles boîtes, GoCardless. Bref, je pourrais t'en citer quelques autres, mais on a fait ça avec 7 ou 8 startups. J'avais organisé, c'était sur une journée, une série de webinars. Chacun avait un sujet qui était propre à son métier. Donc, tant qu'à faire, j'avais sélectionné des gens pour qu'ils soient pas en concurrence avec nous vraiment, mais qui ciblent par contre le même persona. C'est des gens qui adressaient des DAF de PME, de TI comme nous. Et donc là, l'idée c'était vraiment de pouvoir proposer une suite de conférences. Et chacun, par contre, voilà, c'est moi qui ai organisé l'événement, mais pour le coup, tu vois, quand on se lance, encore une fois, c'est ce que je te parlais tout à l'heure quand je te parlais de culot, quoi. Quand on se lance, on a l'impression qu'on n'a rien à apporter à ces boîtes-là. On est beaucoup plus petits, on n'a pas la même base, on n'a pas la même influence. On dit pourquoi est-ce qu'ils voudraient travailler avec nous? Sauf qu'en fait, toi, tu as des idées, tu as peut-être du temps à y consacrer pour penser le projet, donc tu as aussi des arguments à faire valoir, tu vois. Et donc moi, j'avais organisé le projet, je l'avais pensé dans ma tête, et puis je les ai contactés. J'ai été sur LinkedIn, j'ai pris les contacts des CMO, des inbound managers, et je leur ai adressé un message en leur disant voilà, j'organise cet événement-là, ça va se passer comme ça. Est-ce que vous voulez en être? Et franchement, j'ai eu encore des retours super positifs. Je pense que si c'est pas 90% des gens qui m'ont dit oui, c'est 95, tu vois. Donc ça m'a permis comme ça d'aller taper des très belles startups qui ont participé à l'événement. Et donc de toucher une audience qui était bien plus large que ce qu'on a fait, quoi. Et on a reproduit ça pareil derrière. Quand je te parle de recyclage, on en a sorti un livre blanc
avec tous les logos de tout le monde, où en fait, j'ai dit, maintenant qu'on a fait ça, votre conférence, est-ce que vous pourriez en tirer un chapitre? On en fait tous un chapitre, et puis comme ça nous fait un livre blanc quali aussi à distribuer, quoi. Et donc on a un guide ultime, machin, comme ça, avec toutes les boîtes, où moi j'ai juste eu à rédiger mes 3 pages, à récupérer les pages de tout le monde. Bon, après j'ai fait la mise en page et tout, quoi. Donc c'est quand même un petit peu de travail, mais tu vois, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu produire tout seul. Et derrière, ça nous a permis de générer des leads, et franchement, il est encore téléchargé aujourd'hui, alors qu'on avait fait ça en octobre l'année dernière, tu vois. Donc c'est top quali, et pareil, ça permet encore une fois de recycler, quoi. Et pareil, on avait fait en début d'année, ce que j'aime bien aussi, c'est, toi, dans chaque secteur d'activité, t'as bon, par rapport à ton persona, t'as des réseaux. T'as des réseaux métiers, tu vas avoir les réseaux de directeurs financiers, t'as des réseaux de directeurs informatiques, ou alors si tu travailles dans l'industrie chimique, et t'as t'as des associations nationales qui traitent de ce domaine-là, machin. Et ça, c'est super intéressant, parce que quand tu vas solliciter ces gens-là pour leur proposer d'organiser un événement qui est, t'es spécialiste de ce corps de métier-là, t'as quelque chose à proposer, un sujet qui les intéresse, eux, ils sont aussi friands de proposer à à leurs membres des sujets d'actu, et de leur apporter de la valeur, quoi. Et donc, dans le type de co-marketing et de partenariat, ça, c'est des assos aussi qui c'est super intéressant à aller chercher, ouais. Et nous, ça nous a donné de très bons résultats. Maintenant, on va changer un petit peu de braquet et on va partir un peu sur la partie conversion. Parce que tout à l'heure, tu nous as. Alors là, on est un taux de conversion qui est passé de 0,7 à environ 4%. Et je pense que les auditeurs, ils aimeraient beaucoup savoir qu'est-ce que tu as fait comme initiative, comme stratégie, comme process pour y arriver, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs éléments en fait dans cette réponse. Déjà, t'as la qualité du contenu. Moi, c'est quelque chose qui est impératif. Si je produis, quand on produit un truc, il faut que ça apporte de la valeur. Donc, c'est ce que je te dis, c'est comprendre son persona, produire un contenu pour son persona. Et donc un contenu qui lui apporte de la valeur. Parce que bon, après, quand tu as un téléchargement de livre blanc et puis derrière c'est tout pourri, tu vois, le prospect il a l'impression de s'être fait avoir, et quand ton commercial il va le contacter, il sera pas bien reçu. Donc déjà, c'est apporter de la valeur. Le 2, donc on l'a dit, c'est la diffusion. Donc c'est d'avoir un site qui est fait pour convertir. Il faut que ton prospect il puisse trouver tes contenus. Ça dépend après si toi tu veux plus pousser vers une démo ou vers un contenu téléchargeable. Mais déjà, tu vois, nous sur le site, tu as une rubrique avec les ressources, tu vas retrouver les livres blancs, les webinars. Quand on annonce un livre blanc, on fait des pop-ups sur le site. Quand on annonce un webinar, pareil, tu as rien de trop intrusif, mais tu as un petit pop-up. Quand il y a un article de blog, au milieu de l'article de blog, ou après 2 chapitres, tu vas avoir une bannière avec un livre blanc qui c'est un thème qui est en rapport. À la fin du chapitre, à la fin de l'article de blog, tu vas avoir pareil des contenus en rapport à télécharger, un call to action qui peut renvoyer vers une démo, et sur la bannière latérale, tu vas toujours trouver la newsletter. Tu vois, donc ça déjà, c'est effectivement de penser à poser les encarts pour aller vers tes contenus premium téléchargeables. Ça, c'est ça qui va te générer des leads, quoi. Mais derrière, c'est pas suffisant. Une fois que le lead il est arrivé, nous au début, tu vois, un process qui a vraiment été amélioré, parce qu'au début, les leads arrivaient comme ça, et on les traitait, donc les commerciaux les traitaient, et bon, si ça marchait pas, ça marchait pas. Moi, j'étais un peu frustré parce qu'il y avait une grosse perdition de leads qui n'étaient pas traités ou pas assez vite. Et donc en fait, ou alors effectivement, ils n'étaient pas prêts à être contactés par un commercial, et puis ça tombait un petit peu on suivait ça dans Excel, c'était pas pratique. J'ai mis en place une solution de marketing automation pour justement pouvoir continuer à nurturer ces leads. C'est en fait maintenant, quand ils téléchargent quelque chose, donc il va y avoir des workflows derrière, ils vont tomber dans voilà, c'est segmenté, il y a une base de données, et ce qui est important, c'est que j'ai mis en place un système de scoring sur tous les contenus. C'est du scoring de lead, c'est-à-dire qu'en fait ton contenu, tu vas le classer en 3 catégories: découverte, évaluation, achat, qui va correspondre à la maturité de ton lead. Donc quand tu as typiquement voilà, des articles de blog, bon, moi c'est de la découverte, ouais, c'est le funnel, hein, tout simplement. Quand tu as des livres blancs ou des webinars en fonction des sujets qui sont spécialisés, tu vas les mettre en évaluation. Et puis par exemple une grille de tarifs ou une checklist vraiment engageante, ou alors un cas client, ça va être de la phase d'achat, et donc là ça va être un score plus élevé. Et donc en fait on a convenu avec mes commerciaux qu'à partir de tel score, c'était chez eux que ça arrivait. Et entre-temps, donc, quand le lead va télécharger un document, en fonction du document, il va se voir attribuer un score. En fonction du score, il va rentrer dans les workflows, et donc il va recevoir 2 semaines après ou 3 semaines après un mail avec un contenu qui est rapport avec son centre d'intérêt, son stade d'avancement dans le funnel. Et puis un mois après, il va recevoir un deuxième mail avec un nouveau contenu. Et le but, comme ça, c'est de faire maturer tes leads pour que justement, plus ils vont consommer tes mails et tes contenus, plus ils vont avancer dans le funnel, ils vont monter leur score.
jusqu'à ce qu'il soit prêt à être contacté par un commercial. Et donc l'idée, comme ça, c'est justement, bah, tu vois, c'est ça aussi qui a augmenté vachement les taux de conversion et puis même le trafic du site. Ça nous a permis de faire revenir les gens sur le site, de continuer à alimenter les leads, de les faire reconsommer du contenu. Tu vois, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a vu aussi sur le site, sur le taux de returning visitors, tu vois, où les gens, en fait, de plus en plus, on a des gens aussi qui reviennent, qui reviennent consommer, et qui, du coup, bah, ça nous permet de, tu vois, peut-être qu'un lead qui était pas prêt au moment où il a téléchargé le premier truc, en fait, tu l'as appelé, il t'a dit, ouais, même là, maintenant, je suis pas là-dedans, c'était juste de la veille, ok, pas de souci, il est dans une séquence de nurturing, 6 mois après, en fait, bah, il va participer à un webinar, où il va télécharger un livre blanc, où il va consulter un article, il va monter son score, et toi, tu vas être notifié, et là, tu vas pouvoir le recontacter, et ça va marcher. Et donc c'est ça aussi qui permet vachement d'améliorer les taux de conversion, c'est de justement continuer à alimenter tes leads une fois qu'ils ont converti la première fois. En fait, tu vois, on en parlait tout à l'heure sur le contenu, quand tu appuies sur publier, c'est pas fini. Là, c'est pareil, quand ton lead il a téléchargé le premier truc, en fait, c'est pas fini quoi. Donc maintenant, bon, je ne sais pas si tu as la réponse parce que c'est plus du commercial. Donc tu m'as parlé des relances des commerciaux post-lead scoring. Est-ce que tu parlais de la manière dont ils font pour les relancer? Ils leur envoient un petit mail, ils leur envoient un message sur LinkedIn, ils les appellent, ou ils font du cross sur différents canaux, ça se passe comment? Ouais, c'est ça l'idée. En fait, on a mis un process en place hein, en fonction du scoring du lead. Et donc, quand il passe au stade, la première tentative, de toute façon, c'est toujours un appel. Si ça répond pas, il y a des mails. Et puis éventuellement, tu vois, c'est quelque chose qu'on fait, qui peut-être pas beaucoup fait, c'est le SMS. C'est con, mais tu vois, bon, le message LinkedIn, on a tous des notifs, les appels, c'est pareil, tu les filtres, et puis quand tu laisses un message vocal, en fait, les gens vont pas les écouter. Par contre, quand tu as un SMS qui arrive, directement, tu regardes, en fait. Et donc ça, nous, c'est quelque chose qu'on a mis dans la séquence aussi derrière de relance. Mais franchement, souvent, un ou deux appels, bon après, t'essaies de varier les heures et les jours sur lesquels t'appelles, parce qu'il faut pas tomber tous les lundis de 10 à 11 quand t'as la réunion, tu vois. Mais on fait tous pareil, le lundi matin, les agendas sont blindés. Donc voilà, t'essaies de varier les créneaux, mais normalement, tu finis quand même par réussir à les joindre, quoi. Bon, et puis ce qui est bien, c'est aussi d'essayer d'avoir des numéros de portable plutôt que des numéros de fixe. Ça a été une grosse problématique sur l'année qui est passée, quoi. Parce que les numéros de bureau, ben, les gens étaient pas au bureau, quoi. Est-ce qu'il y a une chose par rapport à ton domaine d'expertise dans laquelle tu as changé d'avis ou dans laquelle tu as fait évoluer ta philosophie? Ouais, bah tu vois, c'est tout à l'heure on en parlait un petit peu avant. Moi, c'est vraiment cette histoire d'oser demander de l'aide en fait. Le culot, c'est qu'en fait, bon bah, quand tu vas solliciter les gens, si tu y vas de façon authentique, on va dire, souvent tu as des bons retours. Ça marche pour les prospects quand tu as besoin d'appeler parce que tu veux savoir des choses. Ça marche avec tes clients. Tu as quelque chose qui est pas beaucoup fait, je pense, c'est justement d'aller solliciter ses clients pour des cas clients quand ils sont contents pour ton produit ou même des fois pour des recos auprès d'autres prospects et quelque chose qui m'a beaucoup fait grandir aussi c'est justement d'appeler d'autres responsables marketing des gens que je connaissais pas mais j'aurais dit ok tu vois dans les belles startups que je voyais ou qui faisaient des choses intéressantes c'est justement bah, tout simplement, oh ouais, je me lance. Je voudrais avoir un retour d'expérience, je voudrais discuter avec toi pour savoir comment tu bosses et tout, qu'on grandisse ensemble quoi. Et puis franchement, les gens sont super ouverts et moi ça m'a permis de bien avancer dans ma démarche aussi. Et je pense, et surtout tu te rends compte en fait que tout le monde fait pareil quoi. Tu vois, enfin c'est ça aussi qui est bien parce que des fois quand tu vois les startups, enfin quand tu vois les startups ou des boîtes qui réussissent de loin et peut-être que ce sera le cas de certains qui vont écouter ton podcast aussi, tu te dis ah, ils ont tous l'air de dire que c'est facile et puis qu'il y a que ça à faire. Mais en fait, on a tous un moment où on se pose des questions, où on doute, où on sait pas ce qu'on va faire. Et puis quand tu appelles les top marketeurs, bah, c'est pareil. Ils ont tous fait comme ça. Et donc ce qui est important en fait au bout d'un moment, c'est de le faire, tu vois. C'est de le faire et puis de poser les questions, quoi. De poser les questions quand tu sais pas. Est-ce qu'il y a un marketeur ou peut-être une ressource que tu conseillerais de suivre? Alors un marketeur ou une ressource que moi j'aime bien sur LinkedIn, j'aime bien Justin Welch. Alors, lui pour le coup il est très c'est un Américain je crois. Il est très sur le personal branding, tu vois, comment développer son audience et son personal branding. Mais en fait c'est plein de bon sens, même marketing. Après plus généralement sur le côté un peu marketing growth, moi j'aime beaucoup la growth letter. Qui avait été développée par les équipes de Spendesk. Elle sort chaque semaine. Franchement, c'est une des seules newsletters que je lis encore entièrement à chaque fois qu'elle arrive. T'as des articles de veille, il y a des posts aussi pour ceux qui cherchent, et il y a toujours une analyse d'un ou deux outils. Et franchement, il y a des trucs sympas, quoi. Et pour clôturer sur cette interview, est-ce que tu pourrais partager avec nous un livre que tu adores?
Ouais, alors moi je lisais pas beaucoup de livres business et je me suis mis il y a pas si longtemps. Franchement, j'ai lu quelques pépites. Celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Zero to One de Peter Thiel, qui est un des fondateurs de PayPal et qui développe en fait comment construire une startup à succès. Et c'est beaucoup justement sur la création. Son idée en fait, c'est de créer un monopole, de créer en tout cas les situations d'un monopole. Et pour une startup, ça va sur enfin, viser au début une niche, tu vois, et c'est ça qui est super important, je pense, dans le développement d'une société. C'est au début, tu te dis, ah, mon produit, si je peux adresser 10 millions de personnes, je vais faire plein de ventes. Sauf qu'en fait, non. Commence par une niche, identifie vraiment la niche où ton produit va servir, tu fais tes premières ventes. Déjà, ça va te permettre de grossir dans ta niche parce que tu as des références sur des gens qui font le même métier. Et donc là, ça va faciliter tes ventes. Et une fois que tu es bien installé dans ta niche, tu passes au marché d'après. Et du coup, il y a toute cette mécanique-là derrière sur le développement des startups. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, puis là, Thiel, c'est quelqu'un d'intéressant. Je crois qu'il a dit à un moment donné, je crois que c'était quoi comme question qu'il posait, c'était imagine que tu dois réaliser en 6 mois ton but dans 10 ans. En fait, pour te forcer à générer des idées pour un peu hacker et aller beaucoup plus vite. Bon, après, c'était pas applicable dans tous les cas, mais je pense que c'est un exercice intellectuel intéressant. Ouais, et puis ça te force à te mettre en marche aussi, tu vois, parce que pareil, c'est une citation que j'ai vachement retenue de son bouquin. Il le dit, c'est la chance arrive aux gens qui sont préparés à la recevoir. Et en fait, c'est en gros, ouais, il n'y a pas de hasard, tu vois. Tu peux voir des entrepreneurs à succès puis te dire ouais, mais les conjonctions, elles étaient bien et tout, ils ont eu du bol et tout sur le lancement. Sauf qu'en fait, ouais, ils ont peut-être eu de la chance, sauf quand ils avaient mis en place les éléments qui leur ont permis, bah, ils se sont lancés en fait. Et si tu te lances pas, si t'oses pas, si tu fais pas, bah t'es sûr que t'as aucune chance de réussir, tu vois. 100% des gagnants du loto ont joué, quoi. Voilà, c'est une bonne statistique celle-là. Ah non, mais c'est un bon slogan, c'est un bon slogan. Et Axel, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces case studies avec nous. Moi, j'ai appris beaucoup et je pense que l'audience a aussi appris beaucoup. Comment ça se passe si les gens ils veulent se connecter à toi ou en savoir plus sur toi? Ouais, bah merci beaucoup à toi déjà pour l'invite, c'est un plaisir de partager. Comme j'ai dit, j'hésitais pas à passer des coups de fil, donc j'hésite pas maintenant à rendre l'appareil. Vous pouvez me contacter par LinkedIn, hein, Axel KTK, il n'y a pas de souci, c'est là que je suis, quoi. Et je suis assez. D'ailleurs, je poste régulièrement, donc n'hésitez pas à me solliciter, quoi. Merci beaucoup, Axel. À bientôt. Merci à toi, Moni, à bientôt.